Bonjour à tous. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous souhaite la bienvenue à ce bref point. À ce bref point d'actualité, il est exactement 18h15 en France, pays qui héberge une fois de plus, en moins d'un an, le troisième Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara dans un hôpital de la capitale française à Paris, à quelques bornes de l'endroit d'où je vous parle. Je voudrais aider l'opinion à répondre en ce début de soirée à une question lancinante, une question qui trotte sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire et à travers l'Afrique. Et cette question est la suivante. De quoi souffre exactement le troisième Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien d'Abidjan, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens? De quoi souffre exactement le troisième Premier ministre hospitalisé d'Alassane Dramane Ouattara en moins d'un an? Qu'est-ce qui explique ce record funèbre, ce record funeste? Qu'est-ce qui explique ce triste record que le sieur Alassane Dramane Ouattara est en train de battre sur la planète Terre? Car nous avons compulsé les archives de l'histoire universelle. Depuis qu'il existe des premiers ministres, M. Ouattara est bel et bien le premier prétendument chef d'État, en réalité chef d'État, à battre le record d'envoyer en hospitalisation 3 premiers ministres en moins d'une année. Il vous en souvient sans doute. De mai à juillet 2020, ce fut l'épisode du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le 8 juillet, revenu pourtant de traitement à Paris, il s'écroulait à Abidjan et passait l'arme à gauche. Vous n'avez surtout pas oublié, les événements sont récents, que le 6 mars, donnant au 7 mars, date réelle de sa mort, s'effondrait le successeur d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko. Toujours étant passé par cette capitale, Paris, qui devient la nécropole des premiers ministres d'Alassane Dramane Ouattara. Le choc de la disparition de ce gaillard, bon vivant, costaud, qu'était Ahmed Bakayoko, n'est pas encore passé. Je parie qu'il y a des Ivoiriens qui se lèvent certains matins en pensant qu'ils vont rencontrer Ahmed Bakayoko. Tellement il est invraisemblable que cet homme qui était plein d'énergie, plein de vie, que ce gaillard soit tombé et qu'il soit déjà en terre. Les Ivoiriens ne sont pas encore relevés de ce traumatisme. Les Ivoiriens auraient souhaité traverser la fin du mois béni du Ramadan et auraient souhaité vivre ce jeudi de l'Ascension dans une ferveur apaisée, que non seulement ils ont été plongés dans les ténèbres depuis plusieurs semaines, ils sont désormais littéralement au Sahara puisqu'ils sont privés d'eau potable, y compris dans la ville vitrine d'Abidjan. Les Ivoiriens embarqués dans l'instabilité, l'insécurité énergétique, l'insécurité économique, l'insécurité politique, les Ivoiriens sont assommés d'apprendre, non pas par leurs médias supposément officiels, RTI, Fraternité Matin, où un certain Venance Conan ne manquera pas de nous brandir sa pipe, à ne rien foutre, à gagner l'argent du contribuable ivoirien pour ne pas l'informer. Les Ivoiriens, en ce 13 mai 2021, se réveillent, obligés de confirmer que le seul, finalement, à être dévoué à l'information des Ivoiriens au plus haut niveau, à savoir le grand investigateur Chris Yapi, avait encore eu raison. Oui, Chris Yapi ne ment pas. Car hier, il a été le premier. Aucun média ivoirien, aucun média français,
aucun média international, aucune institution ivoirienne n'ont été capables d'informer le peuple de Côte d'Ivoire que celui qui tient lieu de Premier ministre de l'usurpateur de la présidence de la République, Alassane Dramane Ouattara, avait été évacué d'urgence pour cause de détérioration brutale de son état de santé. Quand le grand investigateur Chris Yapi nous a délivré cette information hier, on a plutôt assisté à un bal de dénégation, à un bal de déni des partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont sortis sur les réseaux sociaux pour dire que le Premier ministre Patrick Achi allait bien, qu'il l'avait vu en train de prier, subitement devenu ardemment musulman, aux côtés du président Alassane Dramane Ouattara, soi-disant à la grande mosquée du plateau d'Abidjan. Certains ont même prétendu l'avoir vu faire du footing dans la matinée. D'autres l'auraient vu en train de passer personnellement sa commande de garba dans un garbadrome. Certains ont prétendu qu'il était à son bureau très souriant. Et d'autres ont regardé son compte Twitter et ont cru le voir danser sur son compte Twitter. Pourtant, l'investigateur Chris Yapi annonçait le commencement d'une nouvelle épreuve et d'une nouvelle tragédie potentielle pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est que le Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, Patrick Achi, a bel et bien été évacué d'urgence dans un avion de la flotte présidentielle ivoirienne à Paris. Il a suivi la voie terrible de ses deux prédécesseurs et actuellement se bat contre la maladie, peut-être plus, à l'hôpital américain de Paris. Alors, entre-temps, nous avons reçu quelles informations? Entre-temps, on nous a dit que le Premier ministre Patrick Achi avait été hospitalisé pour quel motif? C'est la presse française, à savoir RFI, Le Monde et un certain nombre de journaux de la place parisienne, Le Figaro, qui sont allés à la description du tableau clinique sur lequel le grand investigateur Chris Yapi avait déjà donné des éléments incroyablement précis la veille. Désormais, nous avons reçu donc des informations sur les symptômes de la maladie dont souffrirait le Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara, Patrick Achi. Quels sont ces symptômes? De quoi souffre-t-il? Et si je me suis reconnecté là maintenant, c'est pour essayer de vous en parler. Partagez cette émission, protégez-la, car elle va être attaquée, et elle l'est déjà. Elle va être brutalisée par les ennemis de la vérité, et elle l'est déjà. Pour la protéger, vous devez la partager. Vous devez la partager sur plusieurs pages, au fur et à mesure qu'elle va se dérouler, et vous devez y agir par des commentaires et par des émoticônes pour en préserver la qualité. Voici les éléments mis à la disposition de l'opinion par la presse officielle française. Jusqu'ici, la présidence de la soi-disant République d'Alassane Dramane Ouattara n'a pas encore communiqué. Jusqu'ici, la primature n'a pas encore dit en Côte d'Ivoire aux Ivoiriens de quoi souffre son locataire. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire qui est désormais à nouveau sans Premier ministre, le gouvernement ivoirien n'a pas encore pris la parole par son porte-parole pour expliquer aux Ivoiriens ce qui arrive à celui qui est chargé de conduire l'action du gouvernement, surtout en une période de coupure d'électricité, de coupure d'eau, en une période d'aggravation du chômage et d'exacerbation des angoisses des plus démunis de la société. La Côte d'Ivoire est de nouveau. On essaie de tout faire pour nous empêcher de parler. Donc battez-vous, battez-vous pour que nous allions au bout. Sans quoi nous reprendrons la conférence autant de fois que nécessaire. Soyez-en rassurés pour l'achever. Et
nous rentrerons à la maison, ouvrir la machine de guerre sur YouTube. Donc tenez bon si vous voulez que nous allions au bout de notre propos ici. Ce propos qui sera donc republié après sur notre chaîne YouTube. Quels sont les symptômes? J'ai lu la totalité des journaux français, depuis RFI, Le Figaro, Le Monde, des gens qui ont donc accès aux informations sur le malade, par des voix qui leur sont propres. Voici ce qu'ils nous disent. Et ce qui vient corroborer ce dont a parlé le grand investigateur ivoirien, Chris Yapi depuis hier. Chris Yapi qui mérite les hommages du peuple de Côte d'Ivoire. Ce monsieur devra être décoré de la plus haute médaille du service de communication et de l'information nationale. Chris Yapi. Parce que lui, il avait déjà identifié le fait que M. Patrick Achi souffre de polypes. Il a des polypes. M. Patrick Achi souffre de saignements intestinaux. M. Patrick Achi a des problèmes au niveau, effectivement, de ses organes internes, en général. Les organes internes. De la cage thoracique et de la paroi abdominale. Ça, Chris Yapi a identifié la zone du mal. Mais maintenant, la presse française, qui ne veut plus s'en laisser compter, est allée elle-même à l'assaut de l'information pour compléter ce qu'elle a appris dès le départ grâce au grand Chris Yapi. Et voici ce que la presse française nous révèle. 1. Le Premier ministre Patrick Achi est arrivé en France dans un état de fatigue extrême. Je recommence. Notez ça. C'est la presse française qui le dit. Le Premier ministre Patrick Achi est arrivé dans un état de fatigue extrême. Fatigue extrême. Donc quelqu'un qui arrive dans un état de fatigue extrême, analysons point par point. C'est quelqu'un qui ne peut plus marcher. Et c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas conscient. Parce que quand tu es extrêmement fatigué, tu ne sais plus ce que tu es, tu ne sais plus ce que tu fais. Et quand on rapporte que tu es dans un état de fatigue extrême, c'est que tu n'es pas entré debout à l'hôpital. Tu es entré couché. Tu es arrivé à l'hôpital couché. La notion de fatigue extrême utilisée par une presse politique est une notion qui nous indique que le Premier ministre Patrick Achi est dans un état avoisinant un potentiel coma. Oui. Car que signifie l'adjectif extrême utilisé par la presse française pour décrire l'état du Premier ministre ivoirien d'Alassane Dramane Ouattara? Extrême veut dire grave. Extrême veut dire à la limite entre la vie et la mort. C'est ça extrême. Parce que le français, nous en sommes les maîtres. Nous l'enseignons aux Français, en France. Quand on dit que quelqu'un est arrivé à l'hôpital dans un état de fatigue extrême, ce qu'on veut dire, c'est qu'il était déjà en état de détresse vitale. Oui. Deuxième détail. La presse française dit que M. Patrick Achi a été déjà opéré. Vous vous rendez compte? Les Ivoiriens n'ont jamais été informés que Patrick Achi a été récemment opéré. Il a déjà été opéré ici à Paris. Il a été opéré de l'abdomen, où on est allé enlever des objets qu'on appelle des polypes. Les polypes, ce sont des boules, des tumeurs, qui sont de deux catégories. Il y a des polypes qui sont bénins. Bénins, c'est-à-dire de moindre gravité. Il suffit de les enlever et en général, le patient peut retrouver sa santé. Mais il y a des polypes qui peuvent passer de l'état bénin à l'état malin. Et à ce moment-là, ce sont des polypes qui sont donc potentiellement cancéreux. Oui. On parle de polypes. Passant de l'état bénin à l'état malin. Bon, troisième élément.
et on dit qu'il a été opéré. Troisième élément. Continuons d'examiner ce que révèle la presse française. Monsieur Patrick Hachi souffrirait de saignements intestinaux. Saignements intestinaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a une hémorragie à l'intérieur de ses intestins. Je recommence. Saignements intestinaux, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui s'écoule par dedans, dans son corps. C'est le troisième élément. Et toujours, ça vient confirmer ce que le grand investigateur Chris Yapi avait déjà vu hier. Et que personne n'a voulu écouter. Maintenant, la presse française est allée sur le terrain à Paris, est allée sur le terrain à l'hôpital américain de Paris pour cueillir l'information. Et on continue. Ils ne se sont pas arrêtés là. Extrême fatigue. Opéré déjà de polypes intestinaux. Saignements intestinaux. Dès lors qu'il y a des saignements intestinaux, on peut donc dire que le monsieur souffre déjà de ce qu'on appelle une hémorragie interne. Et s'il souffre d'une hémorragie interne, c'est-à-dire qu'il est donc potentiellement anémié. C'est une anémie. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre son sang par dedans. Du fait de ce processus hémorragique. Donc, puisque je ne suis pas médecin, moi je suis docteur en philosophie. Il se trouve que j'ai des amis qui sont médecins. Donc, je suis allé là tout à l'heure, m'asseoir avec un ami médecin et avec qui nous avons fait une conférence call avec d'autres amis médecins. Certains donc qu'il a choisi. Mon ami médecin était un radiologue, spécialiste de la radiologie des viscères. Il a contacté un professeur en gastro-entérologie, je ne vais pas vous donner leur nom, ce n'est pas nécessaire. On a contacté un autre de nos amis communs, qui est aussi radiologue. Lui, il est spécialisé dans la radiologie de la cage thoracique. On a également contacté quelqu'un qui est spécialiste de la chirurgie des viscères. Un chirurgien interne, spécialiste des viscères. C'est-à-dire que les gens qui opèrent les intestins. Ça fait 4. Et puis les 2 autres derniers sont des médecins généralistes. Avec qui je sors actuellement, je viens d'avoir une conversation avec eux. Et là, parmi eux, il y a 3 Français, il y a 2 Américains, et il y a 2 Ivoiriens. Bon. Maintenant, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. Ce que les spécialistes disent. Pour eux, le tableau symptomatologique que je les ai apporté, les différents signes. On a dit extrême fatigue. On a dit polype. Il a été opéré de polype. On a dit saignements intestinaux. D'accord? Pour eux, ce tableau, d'abord, indique qu'il y a une maladie dans le domaine intestinal. Il y a quelque chose dans le domaine intestinal. Vu l'âge du patient, environ 65 ans, il faut supposer qu'il peut y avoir des lésions intestinales. Et à cet âge-là, au-delà de 50 ans, nous sommes tous exposés à des lésions intestinales de tout ce qu'on appelle la paroi colorectale. C'est assez fréquent. Et en fonction des déterminismes familiaux, certains individus développent facilement des polypes, c'est-à-dire des lésions avec saignement, dans la région qui va du côlon, c'est-à-dire en fait la partie de l'intestin qui va vers l'anus. Voilà pourquoi il est recommandé à tous les hommes à partir de 50 ans de faire des coloscopies, c'est-à-dire de vérifier qu'ils ne souffrent pas déjà effectivement d'un certain nombre de débuts de polypes. C'est assez fréquent. Ça, c'est le premier avis que me donnent les spécialistes. Ils me disent, c'est assez fréquent. Maintenant, ils passent à un niveau supérieur. Ils disent, mais comme le monsieur a été opéré pour des polypes, cela veut dire qu'il n'a pas de polypes simplement bénins. Si on a trouvé nécessaire d'opérer ces polypes, s'il a fallu qu'on aille par une endoscopie, c'est-à-dire en envoyant des tuyaux dans son ventre, en perçant, en faisant des trous sur les parois de son ventre, s'il a fallu qu'on aille enlever des polypes, c'est-à-dire que ça veut dire que les polypes en question
ne se comportent pas de manière ordinaire. C'est-à-dire que ce ne sont plus tout à fait des polypes qui sont bénins. Parce que dans la médecine, on parle de polypes bénins quand c'est des formations passagères. Tout le monde peut avoir de temps en temps une légère hémorragie. Du moment que ça ne dure pas et que ça ne crée pas de dysfonctionnement grave, on peut vérifier que c'était quelque chose de bénin. C'est-à-dire quelque chose qui peut même ne pas revenir. Mais dans le cas d'espèce, le fait qu'il y ait eu opération il y a environ 2 semaines et que le patient doive de toute urgence revenir à l'hôpital, prouve que les polypes ne se comportent pas normalement. Ce sont des polypes qui sont donc potentiellement malins. Et alors là, mes amis médecins me disent, si les polypes sont potentiellement malins, cela veut dire qu'il y a risque d'une évolution, d'une dégénérescence de ces polypes en polypes cancéreux. Je recommence. C'est la science qui parle. Hein. Je suis allé étudier, écouter les scientifiques. Le fait que ça recommence indique que les polypes ne sont probablement pas simplement des polypes bénins, c'est-à-dire qu'il n'aura pas suffi d'en extraire. Il n'aura pas suffi d'extraire ce qui était visible. Il y a sans doute une cause, à savoir une dégénérescence de ces polypes qui serait en train de passer de la malignité vers la bénignité. C'est-à-dire, de la bénignité vers la malignité. Ce qui est bénin, c'est ce qui est léger et passager. Ce qui est malin, c'est ce qui est sérieux et grave. Donc, il est en train de passer de polype bénin au statut de polype malin. Les spécialistes insistent en plus sur le fait qu'il soit fortement fatigué, et on a parlé d'une fatigue extrême, ça veut dire très clairement qu'on peut faire le diagnostic immédiat qu'il est anémié. C'est-à-dire qu'il a perdu beaucoup de sang. Et si l'anémie est aussi sévère, c'est parce que la perte de sang est sévère. Et si la perte de sang est sévère, ça veut dire que les polypes sont vraiment sérieux. Que les polypes sont sérieusement malins. Parce que plus les polypes sont malins, plus ils pompent le sang du corps qu'ils déversent dans les canaux intestinaux, et plus la personne perd du sang, et plus la personne est fatiguée, plus la personne est épuisée. Donc voilà l'explication que me donnent ces amis-là. Je leur pose la question. Le patient évolue dans un environnement où de nombreuses histoires d'empoisonnement ont été relevées ces dernières années. Mes chers amis et collègues, pensez-vous que ce type de tableau puisse se présenter dans le cas d'une personne souffrant d'un empoisonnement? Ils me disent, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, non. Parce que les polypes qui peuvent évoluer du bénin au malin peuvent en effet suffire à expliquer les saignements dans les intestins et peuvent suffire à expliquer l'anémie, la fatigue dont souffre le sujet. Ces polypes peuvent être développés sans empoisonnement. D'autant plus que certains facteurs de ces polypes peuvent être des facteurs génétiques, c'est-à-dire on hérite ça de nos parents. Parfois nos parents ont souffert de ça, ben nous on va souffrir de ça, tôt ou tard. Par contre, me disent-ils, lorsqu'il y a empoisonnement, ce n'est pas à l'intérieur des intestins que les dégradations vitales les plus graves ont lieu. Quand il y a vraiment empoisonnement, ce sont les organes, j'ai noté l'expression utilisée par mon ami médecin. Comment on appelle ces organes-là? Hein, j'ai appris une très belle expression en l'écoutant. J'ai appris une très belle expression en l'écoutant. Je vais vous donner exactement l'expression, la manière d'appeler ces organes. Hop, hop. Voilà. Lorsque il y a empoisonnement, les premiers organes qui vont souffrir et qui peuvent être le lieu où se développent des phénomènes de type cancéreux, c'est ce qu'on appelle les organes épurateurs. Quels sont les organes épurateurs dans le corps humain? C'est principalement le foie et les reins. Le foie et les reins. Vous vous souvenez du tableau clinique d'Ahmed Bakayoko, n'est-ce pas? Certains d'entre vous se souviennent du tableau clinique qu'avait développé le regretté colonel Ouattao aux États-Unis, n'est-ce pas? C'était parti des foies et du rein et des reins. Le foie et les reins avaient été attaqués. Donc, les spécialistes que je viens de consulter me disent que si la personne a été empoisonnée, il faut que ses organes
épurateur ait déjà été attaqué, il est possible que les organes épurateurs commencent donc à développer une dégénérescence de type cancéreuse. Et c'est cette dégénérescence de type cancéreuse qui peut progressivement atteindre les intestins. Donc il peut y avoir une contamination. Il peut y avoir une contamination par les cellules cancéreuses, par ce qu'on appelle le processus des métastases. Les métastases. Vous comprenez? Donc, pour les 7 médecins, et alors parmi les meilleurs de France, des États-Unis et d'Afrique que je connaisse personnellement, que j'ai consulté, disent que l'empoisonnement s'attaque d'abord aux organes épurateurs, c'est-à-dire qu'il va s'attaquer aux reins et il va s'attaquer au foie. Si là-bas, il y a un début de cancer, ce cancer-là va progressivement déborder vers les autres parties du corps. Le problème, c'est que l'agent empoisonneur, c'est-à-dire que le produit chimique qui a été utilisé pour l'empoisonnement, détermine la vitesse de dissémination d'un tel cancer. Et on sait que les empoisonnements au polonium et les empoisonnements à l'arsenic ont une faculté non seulement d'attaquer rapidement les organes épurateurs en un temps record, mais en plus de se disséminer par des métastases du côté des intestins. Donc, ils me disent, dans une deuxième hypothèse, si les saignements intestinaux du patient dont vous nous parlez, si les polypes intestinaux du patient dont vous nous parlez, si l'anémie sévère du patient dont vous nous parlez ont eu lieu après un repas lors duquel il aurait été empoisonné, alors il faut d'abord supposer même que son foie et ses reins sont déjà attaqués. Que son foie et ses reins sont déjà en train de développer effectivement un cancer. Et que c'est ce cancer-là qui se dissémine désormais vers tout ce qu'il y a dans la paroi abdominale. Oui, j'étais en conclave tout à l'heure avec des hommes de science, des grands hommes de science. Donc ils m'ont dit, voilà les hypothèses. Nous, tu nous apportes des éléments que tu as prélevés dans la presse, des éléments que tu as prélevés à travers des rapports de presse. À partir de ces éléments, voilà ce que la médecine nous permet de dire. Mais nous ne pouvons pas nous avancer plus. Nous n'avons pas la preuve absolue que le patient dont tu nous parles a été empoisonné ou s'il est plutôt en train de faire simplement, en fait, un cancer qui est une complication de polype bénin devenu malin. Nous ne pouvons pas le dire, mais nous t'avons expliqué les deux hypothèses. S'il y a empoisonnement, c'est d'abord le foie et le rein, les organes épurateurs qui commencent et ensuite qui se diffusent, qui diffusent par métastase leur dégénérescence dans le reste des intestins. Mais si ça a été avec des agents extrêmement rapides comme le polonium, etc., ça peut s'expliquer, ça peut tout à fait faire la même chose. Voilà pourquoi seuls des examens poussés et des examens objectifs et indépendants peuvent permettre d'identifier la cause de l'anémie, la cause des saignements abondants, la cause effectivement de l'extrême fatigue du patient dont tu nous parles, cher professeur Franklin Yamsiwa Kamoro. Quand j'ai fini de les écouter, j'ai dit voilà, maintenant je vais pouvoir m'adresser aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens après avoir écouté des spécialistes du domaine. Parce que moi, chaque problème qui m'est posé est une occasion pour moi d'apprendre. Moi, j'apprends tout le temps. Je suis à l'école tout le temps. Je n'ai jamais quitté l'école depuis mes 3 ans. Je n'ai jamais quitté l'école. Donc maintenant, je viens effectivement, par cette conversation de plus d'1 heure avec 7 spécialistes, d'avoir une vue générale. Et je peux conclure ce que je voulais dire dans la présente émission en disant ceci. En tant qu'observateur, en tant que fils adoptif de la Côte d'Ivoire, j'observe une similarité, une ressemblance comme des gouttes d'eau entre ce qui est arrivé au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ce qui est arrivé au colonel Ouattao et ce qui arrive maintenant au Premier ministre Patrick Achi. Quand je récupère les données de presse qui nous ont été données de la lente agonie aux États-Unis du colonel Ouattao, les témoignages directs qui nous ont été donnés, quand je récupère les données de presse et les témoignages qui ont émané de l'agonie du Premier ministre Ahmed Bakayoko, et quand je reprends ce que nous apprenons maintenant, notamment grâce à la presse française, mais surtout avant tout grâce aux révélations du grand investigateur ivoirien Chris Yapi, je me rends compte qu'il y a superposition des symptômes. C'est-à-dire que vous pouvez prendre ce qui est arrivé à Ouattao, vous pouvez le comparer directement à ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko, et vous pouvez le comparer directement à ce qui arrive actuellement à Patrick Achi. Vous avez exactement, pratiquement une photocopie. Tous sont passés par la fameuse fatigue extrême.
très fatigués. Ils étaient fatigués, pourquoi? Parce que on voit très bien que leurs organes épurateurs ont été attaqués, à savoir le foie et les reins. Premier point. Deuxièmement, tous ont connu des phénomènes d'hémorragie interne et d'hémorragie de type cancéreuse. Oui, tous. Et puis, troisièmement, tous ont souffert de l'omerta politico-politicienne des Ouattara, de Sendou, qui ont veillé à ce que les Ivoiriens ne sachent pas qu'ils étaient gravement malades. À ce que les Ivoiriens ne connaissent jamais le dernier mot de ce qui leur était réellement arrivé, et qui ont tout fait, dès qu'ils étaient décédés, pour s'emparer rapidement de leur corps, aller les inhumer en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu, pour empêcher ne serait-ce que des autopsies. Nous avons le sentiment évident que le Premier ministre Patrick Achi, qui souffre aujourd'hui de l'omerta d'Alassane Dramane Ouattara, de Téné Birahima Ouattara, de Kandia Kamara, de Dominique Nouvian-Foloro Ouattara, bref, de toute la bande qui tient la Côte d'Ivoire en otage, nous avons le sentiment que, comme le disent de plus en plus les Ivoiriens, le Premier ministre Patrick Achi risque d'avoir été bien photocopié. Hein. Oui, disons-le, comme le peuple le sent, avec raison. Il semble qu'il ait été, mais violemment photocopié. Hein. Ça, c'est un coup typique de l'art de photocopie. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce qui est arrivé à Ahmed. Comme 2 gouttes d'eau. Mais alors, à partir de là, il y a un problème. Mais pourquoi veulent-ils éliminer tous les fils de la Côte d'Ivoire? Si vous voulez répondre à cette question, vous écoutez ma conférence de la mi-journée. J'ai donné une conférence dans la mi-journée où j'ai expliqué aux Ivoiriens et aux Ivoiriens pourquoi leurs fils les plus valables, leurs fils les plus compétents, ou en tout cas les plus ambitieux, sont en train d'être éliminés les uns après les autres. Je l'ai expliqué. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je rappelle qu'ils sont en train d'être éliminés les uns les autres parce que le trio des Bermudes, des Ouattara, est venu en Côte d'Ivoire opérer le remplacement de l'élite politique ivoirienne, mais aussi le remplacement de la base de la population ivoirienne. Remplacement au sommet, remplacement à la base. J'ai expliqué cela avec des arguments objectifs. Parce qu'il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux en disant « Mais Patrick Achi, pourquoi ils vont l'éliminer ?» Bon, ils ont éliminé Ahmed, on comprend, parce qu'Ahmed voulait être président. Bon, ils ont éliminé Amadou Gon, on comprend, parce qu'Amadou Gon croyait vraiment qu'il était le candidat du RHDP et qu'il allait être président. Mais Patrick Achi, lui, n'avait pas l'ambition d'être président. C'est que vous n'avez pas compris qu'ils ont décidé de remplacer tous les Ivoiriens valables, à tous les endroits stratégiques de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils pourchassent tout Ivoirien qui ne se soumet pas à leurs 4 volontés, ou qui serait de nature à leur être opposable, comme ayant plus de talent qu'eux. Il y a 2 critères pour qu'ils pourchassent les Ivoiriens. Un Ivoirien très brillant est en danger en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien ambitieux dans son propre pays est en danger en Côte d'Ivoire. Donc, le trio des Ouattara veut détruire tous les Ivoiriens compétents. Et Patrick Achi en est. Et il veut détruire tous les Ivoiriens qui ont des ambitions légitimes pour leur pays. Ahmed Bakayoko, Amadou Gon en était. Guillaume Kibafori Soro en est. Les Ivoiriens qui ont des ambitions pour leur pays. Ils ont décidé d'écraser les compétences ivoiriennes. Ils ont décidé d'écraser les ambitions ivoiriennes. Voilà pourquoi Patrick Achi, que j'avais averti, était tout à fait dans leur collimateur. Je lui avais dit de ne pas y aller. De ne pas croire que comme lui n'a pas envie d'être président, on va le laisser. On ne va pas le laisser. On l'avait mis là justement pour pouvoir le sacrifier au bon moment. Ils ont un plan de remplacement de la société ivoirienne. Ce que j'ai appelé la théorie du grand remplacement. Écoutez ma conférence de midi. Et vous arrêterez de vous promener pour dire « Ah non, lui, c'est seulement la maladie. » Attention, ceux-là, la fréquence statistique avec laquelle les grands fils de la Côte d'Ivoire sont en train de tomber n'est pas une fréquence due au hasard. Il s'agit d'une organisation criminelle. Oui, il s'agit d'une organisation criminelle disciplinée et déterminée, qui a des objectifs et qui a des cibles. Il faut que les Ivoiriens s'en convainquent et qu'ils arrêtent de se cacher derrière leurs petits doigts. Il va falloir que les Ivoiriens se libèrent du trio des Bermudes, composé par le grand sacrificateur de Sendou, Alassane Ouattara, sa sorcière favorite et conseillère, Jézabel Dominique Nouvian-Foloro, et le roi de la fiole, le chef des escadrons de la mort de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie. Celui qu'on appelle maintenant, bien sûr, le photocopieur.
Il photocopie les Ivoiriens. Dès qu'il t'a photocopié, c'est fini. Dès qu'il t'a photocopié, c'est fini. Il s'agit d'un complot d'élimination des cadres ivoiriens compétents, d'élimination des leaders politiques ivoiriens en vue de les remplacer, comme vous avez commencé à le voir, dans la haute hiérarchie de l'État ivoirien. Désormais, qui compose la haute hiérarchie de l'État ivoirien? Patrick Achi est couché à Paris. Actuellement, il n'est plus Premier ministre opérationnel. Vous êtes d'accord avec moi? La Côte d'Ivoire est, ce soir, 13 mai 2021, sans Premier ministre. C'est clair ou pas? Mais qui est le numéro 2 du gouvernement? Vous ne savez pas qui est le numéro 2 du gouvernement? Bon, je vais vous donner la hiérarchie du gouvernement. Alassane Dramane Ouattara usurpe la présidence de la République. La vice-présidence de la République est de facto déjà occupée par son fils, ou plutôt son petit frère, Téné Birahima Ouattara, qui est en même temps cumulativement ministre de la Défense. Tout le monde le sait. C'est lui le vice-président. Troisièmement, Dominique Folorou Nouvian Ouattara, elle dirige la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, c'est elle qui est derrière les deux autres. Car c'est elle qui a introduit Alassane Ouattara dans la classe politique ivoirienne. C'est la sorcière en chef. Les Ivoiriens n'ont jamais intégré suffisamment cette femme dans leurs analyses. Pourquoi cette femme est à l'origine du plus grand maléfice qui ait frappé ce peuple. D'accord? Maintenant, il n'y a plus Patrick Achi. Il n'y a plus Patrick Achi. Vous savez qui est de facto Premier ministre du gouvernement? La Guinéenne d'origine, Kandia Kamisoko Kamara. Je recommence. Elle est ministre d'État, non? Photocopie, lui, il est déjà vice-président de la République. Même si son frère a gardé le dossier sous le coude. C'est lui le vice-président de Ouattara. D'accord? Il ne faut même pas perdre le temps à dire c'est lui le vrai Premier ministre. Non, il est le vice-président. Ministre de la Défense. Ministre d'État, ministre de la Défense, vice-président. C'est Téné Birahima. Écrivez ça. Il y a le trio magique et ténébreux des Ouattara de Sendou au sommet. Et tout de suite à la base, vous trouvez qui? Une certaine madame Kandia Kamisoko Kamara, alias Calamity Kandia. Parachutée à la tête de la diplomatie ivoirienne. Alors que cette femme n'a même pas été capable de boucler correctement un premier cycle universitaire. C'est elle qui dirige la diplomatie. Le corps des diplomates, qui est l'un des corps les mieux formés de la République. On a envoyé une inculte notoire à la tête de ce corps. Après que pendant 10 ans, elle ait détruit l'éducation nationale ivoirienne. On l'a envoyé là-bas faire le même travail. C'est elle qui est en fait de facto maintenant Premier ministre par intérim de la Côte d'Ivoire. Je recommence aux Ivoiriens qui dorment, y compris ceux du RHDP. Kandia Kamara, Kandia Kamisoko Kamara est désormais Premier ministre par intérim de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vous avez Alassane Dramane Ouattara, voltaïque d'origine, président usurpateur de la République, vice-président usurpateur de la République, ministre d'État de la Défense, Téné Birahima Ouattara, voltaïque d'origine. Sorcière et méga conseillère, inspiratrice de